Bonjour, donc Marine Dominé, je suis responsable de l'IME Pôle-et-Loire de l'ADAPI 44 qui est située à Ancenis. Et Marion Lerat, chef de service à l'IME d'Ancenis. Donc, on nous a invités aujourd'hui pour témoigner d'une expérience qu'on a conduite sur le premier semestre, accompagnée par Noémie Terrien et Véronique Pouzet de Calirel, et qu'on remercie pour cet accompagnement. Donc, on vous propose du coup de représenter un peu l'établissement, de vous expliquer le contexte. On va revenir sur la méthodologie, parce que c'est vrai que ça a demandé du temps et de l'investissement. Et puis, on voulait vous partager surtout l'apport managérial, l'apport pour les équipes et aussi pour les familles et les personnes accompagnées. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation de l'établissement. Donc, l'IME est situé à Ancenis, agréé pour une cinquantaine de places, avec une file active actuelle d'une soixantaine de situations de jeunes accompagnés, avec des accompagnements aussi en coordination à distance. Au niveau du profil des jeunes accueillis, on est sur des enfants de 6 à 28 ans, donc aussi jeunes adultes, avec des troubles du développement intellectuel et d'autres troubles associés pour certains. À l'IME, l'équipe est composée d'une équipe éducative qui avec environ une vingtaine de professionnels. L'équipe thérapeutique qui est composée d'un psychologue et puis d'une psychomotricienne à temps partiel. On a aussi du coup la chance d'avoir une équipe pédagogique avec 3 enseignantes. L'équipe administrative et de direction, donc avec 2 assistantes administratives et Marine et moi-même sur l'équipe de direction. L'évolution aujourd'hui à prendre en compte au niveau du public qu'on accueille, c'est un public qui peut être aussi plus déficitaire et plus vieillissant. Comme j'ai mentionné, on accueille des jeunes jusqu'à 28 ans. Donc beaucoup de jeunes avec un abandonnement creton et en attente de place sur le secteur adulte. Les locaux avec un IME qui nous date de 2017 et puis l'évolution, le renouvellement quotidien de l'équipe avec une vigilance du coup à veiller toujours à transmettre les informations pour la continuité des accompagnements quotidiens. Alors, on a été amené à conduire cette démarche dans un contexte particulier, donc des éléments dont vous a parlé Marion auparavant, mais aussi un élément déclencheur qui a été un événement indésirable grave en octobre dernier, dont certains ont peut-être entendu parler. Donc cet événement, il fait encore l'objet d'une procédure, donc on ne fera aucun commentaire par rapport à l'événement en tant que tel, mais ça a vraiment été l'élément déclencheur, et on l'a utilisé comme un élément d'initiation d'une démarche, mais la démarche ne repose pas sur cet événement-là en particulier. L'événement, donc ça a été un accident, a engendré beaucoup de questionnements de la part de toutes les parties sur la responsabilité individuelle, sur la responsabilité collective et sur aussi la responsabilité institutionnelle, et a créé du coup une certaine paralysie de l'action avec une peur de prendre des risques et du coup une limitation dans la mise en œuvre des projets personnalisés, puisqu'on accompagne des jeunes qui ont des troubles plutôt cognitifs, et du coup forcément pour leur donner l'autonomie il faut oser prendre des risques. Et donc après un accompagnement plutôt de l'ordre psychologique, que ce soit individuel ou collectif, nous on a mis en place du coup cette démarche à partir du mois de février dernier, dans le but de réaliser une cartographie des risques et de permettre à chacun de se repositionner. Donc on a, avec l'appui de Calirel, identifié la démarche en s'appuyant sur le prisme de la maltraitance, non sans mal, parce que du coup parler de maltraitance suite à un événement, c'est pas simple, et en s'appuyant à chaque fois sur l'analyse des risques de maltraitance sur les 7 critères dont vous parlait Noémie tout à l'heure, donc la maltraitance physique, sexuelle, psychologique, matérielle et financière, l'exposition à un environnement violent, les discriminations, les négligences, les abandons, les privations. Donc, pour vous présenter un peu la méthodologie de travail, on a eu déjà une première rencontre avec l'équipe de Calirel en novembre dernier,
accompagné aussi de la responsable qualité de l'ADAPEI, pour pouvoir cadrer, voir les objectifs de cette démarche ensemble. Puis on a découlé toute la méthodologie de projet accompagnée par l'équipe de Calirel, et donc une présentation auprès de l'équipe début 2023 via un copil au sein de l'établissement, puis ensuite la mise en place des différents groupes de travail sur les étapes d'accompagnement des jeunes au niveau de l'IME. C'est une démarche qui a duré sur quelques mois, donc avec le début des groupes de travail en avril et la finalité en juillet. Et fin août, nous a été présentée une première version, en tout cas du livrable, avec une cartographie des risques qui a découlé, voilà, de tous ces échanges qui ont eu lieu au cours des différents mois, et représenté en copile d'établissements la semaine dernière auprès de l'équipe. C'est un livrable là qui a encore à affiner et ajuster pour l'intégrer. La finalité, c'est la mise en œuvre dans notre démarche qualité et dans le plan d'action de la qualité. Alors concrètement, comment on s'y est pris? Du coup, le schéma qui a été utilisé vient notamment, tout à l'heure, on a vu une diaporama de la FORAP qui décompose le processus d'accompagnement et qui est transférable à peu près dans tous les secteurs de l'accompagnement de vos établissements. Donc en fait, on décompose le processus de l'entrée. L'entrée, ça va être de la prise de contact, des premiers jours, etc., à la sortie, et en questionnant à chaque fois comment se passe l'accompagnement initial, comment se passe le projet personnalisé et la vie sociale. Et à travers toutes ces étapes d'accompagnement, à chaque fois, on est allé décomposer, est-ce qu'à cette étape-là, il y a des risques de maltraitance et sur quelles activités ? Et ça, c'est vraiment les professionnels les personnes accompagnées et les familles qui ont participé à la décomposition de ces étapes pour aller vraiment identifier leur quotidien et décliner du coup l'ensemble des actions, avec aussi beaucoup d'actions qui étaient déjà en place, parce que les risques peuvent exister, mais il peut y avoir aussi des barrières qui sont existantes, donc ça a été assez intéressant pour valoriser ce qui était déjà fait. Donc, au niveau de la participation, effectivement, de toutes les parties prenantes là, sur cette démarche, on en a cité déjà quelques-unes. Donc, sur les groupes de travail, étaient invités les familles dans le volontariat, et également les jeunes eux-mêmes. Tous les professionnels de l'IME, incluant tous les services que j'ai cités en début de présentation. Et puis du coup mené par Calirel Santé et l'équipe de direction sur les groupes de travail, et d'autres personnes qui pouvaient participer à certaines instances, que ce soit au niveau de l'ADAPEI ou de territoire Nord-Loire de l'enfance. Ça a permis aussi beaucoup d'échanges et de dialogues, de questionnements entre les différentes parties prenantes, parfois un petit peu de méfiance de la part des professionnels, mais des échanges qui sont devenus aussi assez naturels et au fil de la démarche. Donc, c'est vrai que le fait de travailler en IME nous permet aussi de rassembler assez facilement les équipes en dehors de l'accompagnement, et du coup de pouvoir créer facilement un collectif plus que quand on a une activité continue. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de vous expliquer un peu nous ce que ça a pu nous apporter. Donc déjà, c'était est-ce qu'on pouvait le faire seul? Alors peut-être, mais le fait d'avoir Calirel Santé avec nous, ça a apporté un regard extérieur. Ça nous a permis aussi d'avoir une expertise méthodologique et thématique, et c'est vrai que vous le disiez très bien tout à l'heure, en termes de documentation, en termes de ressources, on n'aurait pas... Je pense qu'on ne serait pas allé chercher autant en fait sans avoir Calirel Santé avec nous. Et puis le fait d'avoir des personnes un peu novices qui comprennent pas notre jargon, qui du coup comprennent pas forcément nos organisations qui sont historiques, a permis aussi d'objectiver les pratiques, les dynamiques d'équipe, les écarts, etc. Donc c'était vraiment intéressant de s'autoriser aussi à être appuyé pour mener ce type de démarche. Les groupes de travail thématiques ont été aussi très intéressants parce qu'on s'est autorisé à rassembler tout le monde.
à rassembler tout le monde, y compris les services généraux qu'on peut parfois oublier, les familles, les jeunes accompagnés, à qui on ne permet pas toujours de s'exprimer autant qu'ils le pourraient. Et du coup, en faisant ces groupes de travail, on est allé au-delà des procédures écrites parce qu'on est parti du vécu de chacun et de la description de l'activité réelle. Donc ça nous a permis, pour nous, équipe de direction, de percevoir aussi la réalité de l'accompagnement du quotidien, des éléments que l'équipe ne nous remonte pas, soit parce qu'ils n'osent pas, ne le voient pas, n'en ont pas conscience, et aussi parce qu'on ne pose pas toujours les questions aussi du quotidien, et même en passant régulièrement, on ne se rend pas compte des réalités de chacun. Donc là, ça a vraiment été permis de faire une remise à plat des organisations et du coup de prendre en compte un certain nombre de nouveaux paramètres qui n'avaient pas été pris en compte, notamment avec le changement des locaux. Forcément, avec l'évolution, même si cette démarche était en place, il faut pouvoir la re-questionner et ça a été vraiment cette opportunité. En menant ces groupes de travail et les différentes réunions, on a pu aussi partager les évolutions du secteur. Donc nous, souvent cadres, on a une certaine culture de l'actualisation de nos connaissances. On n'a pas toujours la possibilité de le transmettre. Et en partant du concret, on a pu aussi partager les connaissances en termes d'attendus. Aujourd'hui, toute l'équipe est clairement au fait de la définition de la maltraitance et de cet aspect. Je pense qu'on aurait fait des formations, on n'en serait pas forcément là à ce point. On a pu aussi intégrer les critères de l'évaluation HAS, dont les critères impératifs. On est concerné par l'évaluation l'année prochaine, donc ça nous a fait un grand gain de temps en termes de compréhension de critères impératifs sur la prévention des risques. Et ça nous permet aussi, dans un contexte de transformation de l'offre et de projet, de ne pas oublier les prérequis pour gérer les risques quand même, malgré toutes ces modifications de pratiques et d'accompagnement. Enfin, à titre plutôt personnel, et je pense que c'est partagé, ça nous a permis aussi de réidentifier ce qui pouvait être délégué ou ce qui ne pouvait pas l'être. Ça nous a permis de nous repositionner sur l'exigence de la qualité et de la responsabilisation. Parfois, pris dans les projets, on peut vite être happé par d'autres actualités. Et ça nous a aussi permis de faciliter l'accès à l'information et à la compréhension de l'environnement de travail pour tous. Donc on a déjà beaucoup retravaillé nos outils de communication, nos affichages pour vraiment être au plus près des besoins d'accès à l'information des uns et des autres. Dans le renforcement de la posture cadre aussi, ça a été une étape où il a fallu être capable d'accepter de nous-mêmes se remettre en cause pour accompagner l'équipe dans sa remise en cause et dans sa réflexion. Et là aussi, Calirel Santé, c'était intéressant parce que ça a vraiment permis au fur et à mesure de nous accompagner dans cette démarche et de continuer à mener cette démarche collective avec les professionnels. Du coup, du point de vue des professionnels, c'est une démarche qui a été en plusieurs étapes. Lors des groupes de travail, il y a eu déjà la redéfinition ensemble de la notion de risque et de maltraitance, de partager cette définition commune et du coup d'avoir cette importance de l'identifier en équipe et de recommuniquer ensemble et du coup que ça devienne aussi une vraie culture et une évolution dans les visions et les pratiques de chaque professionnel. Il y a aussi du coup, via les groupes de travail, un travail vraiment participatif et collaboratif avec les professionnels où on a, Marine l'a déjà dit, mais identifier chaque activité, à chaque activité, l'identification des risques de maltraitance et l'identification des mesures qui existent déjà. Il y a valoriser aussi ce qui existe déjà sur la structure, le travail déjà existant, et puis effectivement proposer des actions d'amélioration complémentaires à la continuité des accompagnements des jeunes. Et donc, comme on le disait, une évolution dans la culture, c'est... je parlais de méfiance tout à l'heure, c'est vrai que c'est des sujets et des notions qui sont parfois difficiles à aborder avec certaines équipes.
Voilà, et c'est nécessaire de pouvoir oser en parler et de prendre en compte toutes ces composantes aujourd'hui. On voit qu'il y a vraiment une évolution dans la vision et dans la pratique, je trouve, au niveau des échanges déjà de l'équipe aujourd'hui. Voilà, ça a pu amener de la peur et de la crainte, mais on en voit déjà des effets intéressants au quotidien et dans leur façon de penser les choses, dans la rentrée qu'on a menée cette année. Alors, il y avait une nouveauté aussi pour nous, c'était de faire participer les personnes accompagnées et leurs familles. Donc là, dès le cadrage de la démarche, il y a à peu près presque un an, les personnes accompagnées et leurs familles étaient considérées comme des parties prenantes à part entière. Donc il était hors de question d'imaginer ne pas les inviter aux différents temps. Donc le CVS a été consulté sur la méthodologie. Les élus au CVS ont été intégrés au comité de pilotage, enfants et parents. Et puis l'ensemble des familles et des jeunes accompagnés ont été invités à participer aux différents groupes de travail. Donc on avait annoncé la thématique et ils se sont inscrits en fonction des thématiques, et ce qui a permis de proposer aussi des espaces d'expression et d'échange, notamment sur, on parlait du public vieillissant, mais autour des familles qui attendent des places et qui du coup avaient un vécu à partager sur le thème de la sortie. Les échanges ont pu témoigner de la confiance des parents et des jeunes dans l'accompagnement proposé, mais aussi la capacité d'être transparent et de pouvoir partager des observations, tout ça dans l'intérêt des enfants qu'on accompagne. Les défis et les difficultés récurrents d'être parent d'un enfant en situation de handicap dépassent largement l'accompagnement que nous on peut proposer, et du coup ça leur a permis aussi d'avoir cet espace d'échange. Et le fait de travailler en triple expertise, que ce soit avec les professionnels, avec les familles et avec les personnes accompagnées, n'a pu que renforcer du coup ce qu'on pouvait déjà proposer et proposer des pistes d'action pour du coup améliorer des angles de vue qu'on ne percevait pas. Donc pour finir, la suite et la finalité de cette démarche, c'est de poursuivre tout ce travail en intégrant bien sûr la cartographie des risques qui a été présentée à l'équipe et l'intégrer à notre démarche qualité, à notre plan d'action qu'on va venir consolider dans les prochains mois, de faire aussi du lien avec l'analyse des événements indésirables, les plaintes, les réclamations via des outils qui sont déjà aussi existants. Nous, la commission PAC, commission d'événements indésirables, analyser aussi avec les équipes, tout en prenant en compte, comme disait Marine, le référentiel de l'évaluation, les critères HS, puisqu'on va être confronté à l'évaluation très prochainement. Et du coup, de toujours garder en tête de se re-questionner sur ces risques avec l'évolution de l'établissement, mais aussi l'évolution auquel on va être confronté via la transformation de l'offre du secteur enfance dans les prochaines années, et c'est déjà débuté. Pour finir, après, c'est de pouvoir utiliser l'outil pour comprendre les enjeux d'organisation et de toujours avoir en tête de consolider et de bien transmettre ces outils qui ont été consolidés selon les renouvellements de l'équipe. Nous, dans le travail qu'on a mené, on a identifié plusieurs étapes dans l'accompagnement des jeunes où il fallait avoir une vigilance particulière. Du coup, c'était l'intégration, les premiers jours d'entrée à l'IME et la fin de l'accompagnement aujourd'hui qui pose beaucoup de questions. Que ça soit au niveau de l'IME, mais en fait c'est une question de façon générale qui se pose dans le secteur du handicap. Et la finalité, c'est aussi de pouvoir partager toutes ces démarches qu'on a menées, nous, à l'échelle de l'IME, mais qui peut servir aussi à d'autres établissements, qu'on partage déjà, nous, au niveau du territoire, de l'association de l'ADAPI, et puis via cette journée auquel on a été conviés, ce séminaire, pour vous partager notre expérience et que ça puisse également servir à d'autres. Donc merci à tous, merci pour votre attention.